Donc les données que je vous apporte là sont issues d'un travail qu'on réalise à la CNAM avec le conseil. Il y a un conseil scientifique à la CNAM avec Bertrand Millat qui est chirurgien qui préside ce conseil scientifique. Et un des sujets qui a été porté suite à une saisine de la Direction générale de la santé, c'était la pertinence de la chirurgie bariatrique. Donc voilà, moi je m'occupe d'un département d'études sur les pathologies des patients au sein de la direction de la stratégie à la CNAM, donc qui n'est pas une direction opérationnelle mais une direction plus qui fait les bilans, les états des lieux et qui fait des propositions, disons, de modifications éventuellement, de prise en charge, etc. Et puis il y a d'autres directions qui sont opérationnelles. Donc voilà, on a fait ce travail-là avec certaines personnes ici dont vous reconnaîtrez les noms. Les objectifs au départ étaient d'écrire, d'analyser l'évolution des pratiques pour contribuer à cette réflexion sur la pertinence, de suivre une cohorte de patients opérés d'une première chirurgie bariatrique et avec un focus spécial sur les enfants, et puis d'analyser l'impact médico-économique de la chirurgie bariatrique ainsi que chez les personnes diabétiques en particulier, mais chez l'ensemble de la population aussi. Alors très très brièvement les méthodes, c'est qu'on dispose maintenant du SNIRAM, je pense que vous devez en avoir entendu parler, en tout cas c'est une base très très importante maintenant en épidémiologie au niveau national et pour guider aussi les politiques de santé. En gros, on a au niveau national l'ensemble des remontées de toutes vos feuilles de soins, que ce soit consultation, biologie, etc. Tout ça est croisé avec un identifiant anonymisé, si on peut dire. C'est croisé avec les données du PMSI, c'est alimenté par le statut vital. On n'a pas encore les causes de décès, mais c'est un système qui est gigantesque. Ce sont des milliards de lignes de remboursement. On n'a pas toutefois dans ce système les résultats des examens biologiques, les résultats des examens NAPAT, les résultats des diagnostics, par exemple des consultations de ville. On a ce qui remonte via la facturation. Donc on sait que le patient a vu un généraliste, a vu un endocrinologue, a vu un psychiatre. On ne sait pas s'il a vu un psychologue si ce n'est pas remboursé. On ne sait pas s'il a pris des vitamines si elles ne sont pas remboursées, mais on sait s'il a pris des antidiabétiques, des antihypertenseurs, etc. On sait ce qui a été délivré, on ne sait pas ce qui a été consommé non plus. Voilà. Donc le jumelage entre les données du PMSI, qui est la base hospitalière en France pour nos amis hollandais, et puis ce qu'on appelle le DCIR, donc ça c'est tous les remboursements qui viennent du secteur ambulatoire. On est à peu près exhaustif au niveau de la France, mais le plus souvent on s'interroge, on fait des analyses qu'au niveau du régime général qui a des données de qualité meilleure actuellement. Toutefois les analyses que je vous montre là sont présentées tout régime. Alors voilà les grandes tendances. On a fait une évolution là sur les données les plus récentes de 2013, puisque le PMSI on ne l'a que pour 2013, on n'aura 2014 que cet été. Vous voyez les grandes tendances ici pour tous les actes, donc là, ce dont on parlait là en introduction. On voit que la sleeve, elle, en 2010, il y avait vraiment eu un croisement, un changement de pratique très fort, avec la sleeve là qui poursuit son ascension, le bypass aussi, alors que les anneaux, eux, qui représentaient la presque totalité des interventions en 2006, en représentent en 2013 ici seulement 13%. On aboutit en 2013 avec, après un nettoyage des codages parfois fait à tort pour des cancers digestifs, etc., de 41 000 patients, plus de 41 000 patients opérés en 2013. Alors quand on compare avec le taux standardisé, si vous voyez, d'intervention pour chirurgie bariatrique, avec celui de la prévalence de l'obésité des données de BPI, vous voyez que le gradient n'est pas tout à fait superposable, donc on voit bien qu'entre l'offre et le besoin, on n'a pas complètement encore une adéquation en France, même si dans certaines régions, on peut voir un peu d'adéquation. Alors on a un géographe de la santé dans le groupe qui nous a fait ces cartes qui sont peut-être un peu compliquées à comprendre, mais vous avez déjà dû les voir plusieurs fois. On a ici en 2011 30 000 actes pratiqués. Les anneaux gastriques en moyenne c'est 25%. Le bypass c'est 31% et la sleeve donc c'est 44%. Et vous voyez ici, plus le rond est large dans la région et plus il y a un nombre important d'interventions pratiquées et plus la couleur est foncée en dessous et plus ça veut dire que ce type particulier d'intervention est pratiqué. Donc par exemple si on prend l'anneau gastrique, on voit qu'ils sont
souvent pratiquée en Île-de-France et en Rhône-Alpes, mais par rapport à la moyenne nationale, Rhône-Alpes s'écarte, c'est-à-dire pratique beaucoup plus d'anneaux qu'autre chose. Et ça, c'est, vous savez, l'histoire de la Rhône-Alpes pour ça. Oups, je continue à naviguer entre les deux cartes. Voilà. Et là, sur les bypass, vous voyez qu'on en pratiquait beaucoup en 2011 en Bretagne, et sur la sleeve, on en pratique ici beaucoup dans le sud et dans d'autres régions également. Et on a fait le même travail pour 2013, et là, vous voyez un changement radical des pratiques, hein, c'est ce qu'on a vu sur le graphe, mais on voit aussi ce changement au sein des régions, c'est-à-dire que les anneaux, ils diminuent partout, même en Rhône-Alpes, même s'ils restent supérieurs à la moyenne nationale en Rhône-Alpes, qu'au bout d'un certain temps, j'ai l'impression que ça passe sur autre chose, que pour les bypass, on reste prédominant en Bretagne quand même, hein, et puis par contre la sleeve elle gagne largement dans pas mal de régions, et ça donc on a des effets d'école, hein, a priori, mais bon, vous saurez mieux que moi interpréter ces données. Donc gros changement en très peu de temps sur les pratiques, y compris à un niveau régional, et avec une variabilité de cette évolution en fonction d'une région. Alors ici, on a regardé le nombre d'interventions de chirurgie bariatrique pratiquées par établissement entre 2011 et 2013. Vous avez ici le nombre d'établissements, ceux qui pratiquent moins de 30 interventions, tous âges confondus, par an, et ceux ici qui pratiquent plutôt plus de 200 actes par an. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal, en 2011, d'établissements qui pratiquent assez peu d'actes. Alors peut-être que c'était des ouvertures de centres, etc. dedans, mais pas que. Et en 2013, vous voyez qu'il y en a peut-être un petit peu moins, mais il y en a encore beaucoup, 141. Et donc on a ici, entre 2011 et 2013, on a 23% des établissements qui pratiquent plus de 100 actes par an et 32% en 2013. Donc on voit que soit il y a une montée en charge de la chirurgie, hein, aussi, soit les centres se spécialisent quand même davantage. Sur le nombre d'actes, c'est à peu près la même chose. Les établissements qui pratiquent beaucoup d'actes ici, ils pratiquaient au total 65% des actes pratiqués en France, et maintenant on est plutôt à 75%. Voilà, donc changement aussi des pratiques. Là, c'est une diapositive qui vous montre les patients opérés pour chirurgie bariatrique, leurs caractéristiques entre 2011 et 2013. Mais je vous donnerai les diapositives si vous voulez, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, au niveau des femmes, vous voyez qu'on a toujours cette prédominance féminine très importante, peut-être un tout petit peu plus d'hommes en 2013. Au niveau de l'âge moyen des personnes, peut-être un tout petit peu plus âgées en 2013. Y compris chez les hommes ou chez les femmes, et globalement les femmes restent opérées plus jeunes et à un IMC moins élevé que les hommes. Et puis en ce qui concerne l'indice de masse corporelle, on ne le récupère que dans le PMSI et que par grande classe d'âge, qui nous embête en particulier pour la coupure à 35. On n'a que le groupe 30-39. Ce qu'on voit, c'est qu'on a ici 29% des personnes opérées qui ont un BMI déclaré entre 30 et 39 versus 31% en 2013. Donc on va quand même vers des opérations chez les gens qui ont des IMC plutôt plus bas maintenant. Voilà, petite évolution. La CMU, c'est juste pour remontrer qu'il s'agit d'une population quand même souvent défavorisée. Les traitements antidiabétiques, on les retrouve chez 11% des gens, et ça ne semble pas varier, donc on ne va peut-être pas davantage de façon très visible vers la chirurgie métabolique, mais on verra peut-être en affinant qu'on le fait quand même peut-être un petit peu. Les antihypertenseurs, les traitements de l'asthme ou de la BPCO, antidépresseurs, anxiolytiques, on voit quand même qu'on a globalement des gens peut-être qui ont un peu moins de comorbidité quand même. Donc on voit qu'on élargit, mais c'est vraiment très, très léger comme tendance. Alors, sur un petit focus sur les diabétiques justement opérés, on voit qu'on en avait donc 11%, 3460 en patients, c'est arrondi, hein, ces chiffres-là, en 2011, et on augmente à 4770, mais proportionnellement, on augmente chez les diabétiques comme chez les non-diabétiques. L'âge moyen, il est similaire. Le nombre de femmes, peut-être un peu moins de femmes. On va plus vers l'intervention chez les hommes diabétiques. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'IMC. C'est là où vous voyez que 24% des diabétiques opérés avec un IMC entre 30 et 39, et maintenant, c'est 28%. Donc, c'est là où peut-être quand même on se dit qu'on va peut-être plus vers la chirurgie métabolique. Mais on ne peut pas l'affirmer puisqu'on n'a pas la coupure à 35. Les actes, ils changent aussi pas mal chez les diabétiques puisqu'on opère beaucoup moins d'anneaux, les diabétiques, et on va beaucoup plus vers la sleeve alors que le bypass reste à peu près à la même chose. Donc on voit aussi des modifications des tendances.
de façon importante. Un petit focus chez les jeunes parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Vous savez qu'on n'a pas d'inscription à la CCM des interventions chez l'enfant. Néanmoins, elles sont pratiquées. Vous voyez qu'il y en a une centaine qui sont pratiquées par an. Ça commence à monter un petit peu, ça semble se stabiliser actuellement vers la centaine, donc peut-être plus de prudence, ce qui me paraît moi bienvenu. En 2011, ici, on voyait qu'on pratiquait surtout des anneaux. Maintenant, on évolue plus vers la sleeve, donc quand même un gros changement dans les comportements, y compris chez les enfants, et puis on le voit aussi ici chez les jeunes, très jeunes adultes, 18-19 ans. Mais ça, c'est vraiment un changement qui est important, quoi. On va vers la sleeve chez l'enfant, clairement, alors qu'avant, c'était de façon prépondérante, beaucoup plus prépondérante, des anneaux. Voilà. Sur les dépassements, parce que c'est quelque chose qu'on regarde actuellement à l'assurance maladie, vous voyez ici le coût, d'abord la dépense remboursée par l'assurance maladie. C'est des chiffres qui peuvent paraître importants, qui ne sont pas phénoménaux non plus au niveau du budget de l'assurance maladie. Dans les dépenses individualisables auprès des patients, on est dans un budget de 146 milliards d'euros pour la France. La plupart des actes sont réalisés dans le privé pour un coût de 96 millions si on ne prend en compte que le séjour. Là, on ne prend pas en compte la prise en charge avant ni après. Et puis, le dépassement, il est pratiqué quand les gens sont opérés dans le privé, ce qui est la plupart des cas, pour les 3/4 des patients, avec un montant qui n'est pas négligeable ici. Donc, on a ici, toutes techniques confondues, en médiane, c'est 800 € par patient. Et ça varie, bien sûr, avec la technique demandée. Ça se répartit entre le chirurgien et l'anesthésiste, essentiellement. Bon, après, on n'a pas, nous, la part prise en charge par la mutuelle, ici. Voilà, ce qui est plus intéressant, c'est la cohorte qu'on est en train de suivre. On a inclus tous les patients opérés en 2009 d'une première chirurgie bariatrique, donc on allait chercher dans le PMSI auparavant, mais on a un recul que jusqu'à 2006. Donc il y a probablement des faux nouveaux dans notre cohorte, mais ça on ne peut pas le savoir. On peut le savoir quand il y a un retrait d'anneaux, etc. Et dans ce cas-là, on a exclu les gens. Et puis on repère donc leur premier séjour en 2009 et on les suit. Voilà les premiers résultats. Donc il s'agit de à 84% de femmes, donc on est quand même, voilà, les tendances ont un petit peu évolué depuis, on a vu. On a cette description là, 27% d'IMC entre 30 et 39, 60% entre 40 et 49, 8% au-delà de 50, et puis on voyait qu'à l'époque, donc c'était principalement des anneaux qui étaient réalisés. Ceci dit, on avait quand même pas mal de bypass et de GVC, ou de sleeve plutôt, mais à l'époque il y avait un codage un petit peu ambivalent entre les deux. Donc on est quand même avec des chiffres de personnes, des chiffres assez importants qu'on va pouvoir suivre. Et l'intérêt du SNIRAM, c'est qu'on peut suivre de façon exhaustive sans perdre de vue. Puisque on a les données, sont des gens, tant qu'ils restent assurés d'un régime en France, on a toutes leurs données de consommation. Voilà donc ce qu'on observe pour le moment sur cette cohorte, et on va faire la même cohorte rajeunie, mais comme il nous faut un peu de temps après pour les suivre, voilà, on va s'intéresser en priorité à cette cohorte 2009. Les anneaux, on voit qu'on a ici les taux de décès quand même. On a des taux de décès pour 1000 personnes, mais qui sont quand même pas négligeables. Et on voit surtout un taux de réintervention très élevé à 3 ans. Pour ces patients-là, probablement parce que, peut-être pas parce qu'ils sont vraiment en échec, mais probablement parce qu'on a aussi vu les évolutions des gestes actuels, qu'on leur a fait simplement une sleeve par la suite ou un bypass. Nous, on n'est pas en mesure de savoir s'il y a eu vraiment échec de l'anneau là-dessus. Les GVC, les sleeves là, et bypass, on a les taux de réintervention qui sont ici. Qui ne sont pas négligeables pour la sleeve ici, en tout cas avec un retour en général vers le bypass ou une réintervention, et on est en train d'analyser ces données. À 1 an et à 3 ans ici, voilà les résultats. Ça s'est décalé, oui. Sur les antidiabétiques, on voit qu'on chute quand même. Là, on est 1 an avant et là 3 ans après. On chute quand même de 12% des personnes qui étaient traitées par antidiabétiques à 6% dans cette cohorte. Donc, belle chute des traitements. Et ça veut dire avoir arrêté tout traitement. On ne peut pas regarder qui a diminué on pourrait les regarder, qui passait de 2 antidiabétiques à 1 antidiabétique à une dose relativement modeste. Là, c'est vraiment l'arrêt de tout traitement.
Même chose pour les antihypertenseurs, on passe de 29 à 20%. Pour asthme BPCO, 26-15, donc aussi une diminution importante. Antidépresseurs, 25 à 20, anxiolytiques, 37 à 31%. Donc une consommation vraiment beaucoup plus faible. L'appareillage pour syndrome d'apnée du sommeil, on passe de 26 à 4%, mais là encore une fois, il y a un effet dépistage du syndrome d'apnée du sommeil en préopératoire. On sait que c'est assez mal toléré aussi, et cette chute-là inclut probablement aussi des gens qui ont abandonné leur traitement après dépistage. Voilà, donc un peu à relativiser, même s'il y a aussi probablement un effet positif chez ces personnes-là. Alors bon, les limites, c'est celles du codage, hein, par exemple le mini-bypass qu'on n'arrive pas à coder dans le PMSI, les affections de longue durée au statut vital qui ne sont pas disponibles pour tous les régimes, donc on sous-estime le taux de décès. L'IMC aussi, voilà, avec les tranches d'âge, etc. Donc on est quand même dans une base de données médico-administrative. Et puis en termes d'assurance maladie, nous on est très intéressés à promouvoir donc, la prise en charge de l'obésité en amont. Et pour ça, on peut s'articuler donc, avec le plan obésité, le PNNS, etc. Monsieur Ziegler, donc on rediscutera de tout ça. Favoriser l'actualisation des référentiels de bonnes pratiques en chirurgie bariatrique, mais je pense que c'est aussi l'objet de votre présence. Favoriser la labellisation d'un nombre limité de centres susceptibles de prendre en charge les jeunes patients opérés de chirurgie bariatrique, assurer à long terme le suivi parce que vous l'aviez en bas de page, je ne l'ai pas décrit, le nombre d'enfants opérés dans des centres très différents est quand même assez important, avec des centres qui opèrent parfois juste quelques enfants, hein, donc on a un souci de ce côté-là. Renforcer l'accord préalable de certains établissements s'ils sortent trop des critères, et ça il y a des indicateurs qui sont développés avec la société savante, et puis assurer à long terme le suivi de cette cohorte, et on voudrait nous instituer un registre en tout cas pour les mineurs et puis les moins de 20 ans de tous les enfants au niveau national qui sont opérés. On pourrait faire déclencher cette enquête-là à partir de l'enquête préalable, de l'entente préalable qui est donc du médecin conseil en partenariat avec les CSO, et assurer un suivi à long terme de ces enfants-là. Parce que si on voit dans le SNIRAM sur les adultes une diminution des comorbidités, chez les enfants, ils ont assez peu de comorbidités, heureusement, parce que c'est avant tout un retentissement fonctionnel, social, etc. Et par contre, le suivi, on n'aura pas grand-chose à observer, et c'est là où on voudrait pouvoir vraiment mettre en place un suivi avec la qualité de vie, etc., le retentissement social et d'autres éléments qu'on n'arrive pas à mesurer dans le SNIRAM. Voilà, donc nos efforts actuels, avec une base de données qui est quand même très importante en France et qu'on souhaite continuer à analyser. Et après, si j'ai un petit peu de temps, je voudrais vous montrer ce qu'a fait une collègue sur je ne sais pas si vous m'autorisez, sur ce qu'on appelle un benchmarking à l'international. Donc là, il faut que j'aille. Donc on a interrogé un certain nombre de personnalités dans différents pays. Vous avez la liste ici, et puis revu aussi les référentiels dans les différents pays. Je remercie en particulier nos collègues hollandais qui nous ont consacré un peu de temps tout récemment. Donc voilà, ça sont des données publiées à l'international qui montrent que la tendance, elle se retrouve dans tous les pays, avec les anneaux qui font vraiment une toute petite part, mais par rapport à notre pays, vous voyez que c'est le bypass qui prédomine davantage que la sleeve au niveau européen. Si on va sur le développement, l'essor, disons, vous voyez que cet essor entre les différents pays, il est quand même assez important, mais il varie vraiment d'un pays à l'autre. Et nous, en France, vous voyez qu'on se situe quand même dans les 3 pays qui évoluent de façon très importante en termes de pratique, de nombre de personnes opérées pour 10 000 habitants ici. Vous voyez que certains pays progressent, d'autres stagnent. Nous, en tout cas, on fait les deux. On progresse, on part de plus loin peut-être, pas forcément que certains pays, mais en tout cas, on est en forte progression.
Alors ça ne se cale pas tout à fait non plus sur le taux d'obésité en fonction des pays que vous voyez là. Donc les pays, même par rapport à un problème de santé publique majeur qui est l'obésité, ont encadré de façon très différente et développé de façon très différente les pratiques. Ça, ce sont les recommandations, je vous laisserai les diapositives, mais bon, elles sont relativement similaires d'un pays à un autre, en termes de niveau d'IMC, en termes de comorbidité quand on baisse le niveau d'IMC, et certains pays évoluent vers plutôt la chirurgie métabolique, avec un IMC en dessous de 30, à partir de 30 pour poser un anneau, ou dans le cadre du diabète pour l'Angleterre, etc. Mais ça peut être théorique, quand en pratique, c'est assez peu parfois mis en place. En termes de chirurgie, là vous voyez aussi que c'est essentiellement le bypass qui est réalisé dans la plupart des pays, sauf en France, petite exception en France, où la part de la sleeve est très importante. Mais dans tous les pays actuellement, la part de l'anneau en tout cas se réduit de façon très importante. En termes de qualité de la prise en charge, donc ça aussi c'est une publication qui est faite par d'autres, et je pense que François Patou vous présentera des données spécifiques régionales en France, mais vous voyez que les recommandations qui sont posées au niveau français sont pas de parcours pré-opératoire, ne sont pas vraiment complètement suivies pour l'ensemble d'entre elles. Alors, en fonction des interviews qu'on a eues, et on ne prétend pas avoir une démarche complètement scientifique, c'est-à-dire qu'on a interviewé une personne par pays, parfois deux, mais voilà, ça peut refléter quand même des points de vue qui peuvent être subjectifs. Ce qu'on demandait aux personnes, c'était d'essayer de voir de donner leur impression au niveau national, de sortir de leur niveau de pratique à eux, et puis, selon qu'on interroge un chirurgien ou plutôt un endocrinologue, on peut aussi avoir des perceptions qui peuvent être différentes, mais on voulait voir ce qui se passait réellement, et on a classé les pays là entre 4 niveaux, un niveau d'encadrement important, un niveau d'encadrement moins important, et une pratique fréquente versus une pratique moins fréquente. Et vous voyez que la France, on se situe comme la Belgique, avec un niveau de pratique quand même assez fréquent, mais un encadrement qui est relativement modeste, par rapport à d'autres pays qui pratiquent de façon très fréquente, Pays-Bas, Suède, Suisse et Suède, pour lequel il y a des pratiques très fréquentes, mais un encadrement qui n'a absolument pas limité pour autant la pratique. Et inversement, on voit des pays qui ont limité de façon très forte, en particulier en Angleterre, les pratiques avec un encadrement pré-chirurgie, mais qui a fait diminuer en tout cas le nombre d'interventions, et l'Allemagne qui pratique relativement peu. Même chose au Canada, où là c'est plutôt, il y a une montée en charge, et c'est plutôt un problème d'offre de soins qui semble exister. Voilà, donc je ne vais peut-être pas vous détailler, je vous laisserai, parce que je ne voudrais pas prendre tout le temps non plus, donc je vous laisserai le découvrir. En tout cas, en France, il n'y a pas vraiment de frein financier, ni en termes de liste d'attente. Il y a la procédure d'accord préalable en France, mais qui n'est pas très contraignante pour les personnes. Et puis, il n'y a pas d'obligation de se faire opérer dans un centre labellisé. Canada, Autriche, c'est pas, il n'y a rien vraiment de particulier à noter, sauf la spécificité du Canada, où on nous mentionne une faible attractivité de l'activité de chirurgie bariatrique, qui fait que c'est plutôt un problème d'offre disponible. Sur les pays qui pratiquent largement la chirurgie bariatrique et de façon assez encadrée, il y a des consultations remboursées et des programmes hospitaliers de perte de poids gratuits en amont de la chirurgie qui sont proposés. Il n'y a pas de barrière vraiment financière ni de liste d'attente. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux Pays-Bas, on semble voir, pas aux Pays-Bas, pardon, mais en Suède, on semble voir une stagnation maintenant. Ils semblent avoir atteint le plein après une augmentation importante du nombre de chirurgies pratiquées. On semble atteindre un plateau quand même dans un pays qui est très en avance sur ça. Il y a un fort encadrement, en particulier en Suisse, avec les différents assureurs qui obligent à avoir un parcours respecté, avoir des centres spécifiques, etc., pour pratiquer cette chirurgie, mais qui la pratiquent largement. Et puis, dans l'autre groupe de pays où il y a un nombre d'opérations très faible, on voit que pourtant il y a un accès qui est relativement gratuit aux soins en Angleterre, mais qu'il y a des barrières très importantes en termes de liste d'attente, et qu'il y a eu la mise en place en Angleterre et en Écosse d'un programme intégré de perte de poids vraiment obligatoire pour le patient.
Donc l'encadrement ne limite pas nécessairement le recours à la chirurgie. Les pays qui encadrent le plus prennent en charge les consultations médicales, psychologiques et diététiques. Il y a des listes d'attente importantes dans d'autres pays et une faible attractivité au Canada. Et puis, en termes d'encadrement des pratiques, il y a ce schéma en Angleterre et en Écosse qui est un peu particulier. Il faut vraiment gravir tous les échelons pour arriver à la possibilité d'obtenir une chirurgie bariatrique. C'est vraiment très structuré et ça a fait diminuer le nombre d'interventions chirurgicales. Donc, les chirurgiens se plaignent de ça. Mais c'est aussi un système de soins qui rencontre des grosses difficultés économiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous allez sur le site du NHS, vous allez trouver même une petite phrase qui vous dit que vous pouvez vous faire opérer à l'étranger. Donc il y a même presque une incitation à aller à l'étranger, se faire opérer pour chanter cette liste d'attente. Je crois que c'était la même chose en Hollande à un moment avec la Belgique. Voilà, quand il y a une liste d'attente, il y a des fuites vers d'autres pays. Voilà, sur la prise en charge, je vais peut-être passer sur le respect des bonnes pratiques, mais vous pourrez les regarder, prendre le temps de les regarder. Il y a l'importance des centres labellisés, en particulier en Suisse et en Suède, qui est assez intéressante, avec les cas les plus complexes qui sont traités dans des centres spécialisés. C'est le cas aussi aux États-Unis, où il y a des niveaux, différents niveaux, et ça peut être un modèle qui peut éventuellement être intéressant. Ce sont les pays les plus structurés qui opèrent le plus, pourtant. L'organisation du suivi post-opératoire qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est, tout le monde le dit, le réel challenge pour tout le monde. Il y a un suivi diététique, psychologique et médical régulier pris en charge dans certains pays comme en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, en Suède ou en Suisse. C'est toujours à l'hôpital dans ces cas-là et la durée varie de 1 an en Belgique à 5 ans en Suède, voire même 10 ans au Canada, mais tout le monde se plaint du taux de perdu de vue qui peut être phénoménal. Et puis après, il y a l'exception, mais qui sera discutée des Pays-Bas. Donc je vais peut-être passer sur ça. On a eu un entretien grâce à cette réunion. Voilà, on a pu prendre contact et approfondir notre tour. Moi, je voulais juste faire un petit point sur la chirurgie chez les adolescents, parce que c'est quand même un souci. Une centaine d'enfants opérés en France dans des cliniques, parfois, avec un suivi qu'on ne connaît pas, avec une décision opératoire aussi, un choix de l'intervention qui est probablement été fait dans des conditions qu'on n'arrive pas à déterminer. Ce qu'on voit, c'est que 2 pays interdisent la chirurgie bariatrique chez les enfants, ce sont les Pays-Bas et l'Écosse. Il y a un encadrement spécifique en Allemagne, en Suède, en Autriche et en Suisse. Et donc vous voyez dans les 2 pays, la Suède et la Suisse, qui opèrent beaucoup. C'est vraiment très encadré. Il y a des centres experts pédiatriques en Angleterre, en Suède et en Suède 2 fois, oui. Les pays qui réalisent des opérations chez les enfants encadrent généralement ces interventions de mesures spécifiques. Et en comparaison, la France donc encadre relativement peu la chirurgie bariatrique chez les adolescents, mais pratique relativement pas mal d'interventions comparativement aux pays voisins. Voilà, donc en discussion, cette prise en charge médicale, psychologique et diététique, après intervention, elle est obligatoire dans certains pays et un peu remis en cause dans d'autres pays. On a quand même eu beaucoup de gens qui nous ont dit quand même, quand on voit des obèses morbides qui arrivent, ils ont déjà subi tout ça et est-ce que ça, pour eux, il y a plusieurs courants. Il y a un courant qui nous dit qu'il faut vraiment insister là-dessus, un autre courant qui dit mais c'est trop tard quand on est au stade de l'obésité morbide, et même un courant qui nous dit qu'il faudrait même intervenir avant parce que si on voit l'obèse morbide arriver avec les cartilages détruits, avec toutes les conséquences de l'obésité morbide qui est déjà présente, et nous on a l'impression d'opérer trop tard. Donc on a ces 3 courants qui se confrontent actuellement et je pense que c'est un peu la même chose en France. Peut-être avec plus de compromis, je ne sais pas, c'est vous qui le savez mieux. Les centres experts, c'est une démarche qui paraît intéressante, qui est standardisée, bien organisée dans certains pays, avec des équipes pluriprofessionnelles dédiées, des seuils d'intervention, des centres de référence, etc. Il y a un suivi post-opératoire, certes, qui est un véritable challenge face au nombre croissant de patients et les chirurgiens disent de plus en plus, nous, de toute façon, on ne peut plus les suivre. Il y en a trop, ça monte en charge et il n'y a pas vraiment d'organisation en dehors. Et puis, chez les enfants, franchement, lorsqu'elle est autorisée, elle est encadrée et nous, en France, ça nous pose quand même un souci qui paraît majeur.
Voilà, je vous remercie. Et puis, ces diapositives, encore une fois, vous pouvez les utiliser, hein, sont pour nous du domaine public. Elles proviennent d'une base de données publique. Et je pense qu'il faut les faire connaître parce que ça pousse aussi chacun à réfléchir à ses pratiques, à l'évolution de ses pratiques et à comprendre peut-être ce qui devrait être fait pour le bien-être des patients. Je vous remercie. Voilà. Donc on a le temps pour quelques questions. En France, la Société savante donc, a commencé un processus de labellisation des centres. Pour le moment, donc, il y a les centres qui sont reconnus par le ministère de la Santé, qui s'appellent les centres spécialisés d'obésité, on en parlera peut-être. Et puis, donc, la SOFCO essaye de labelliser certains centres sur des critères plus ou moins précis. Bon, le problème, c'est que c'est pas reconnu et qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va faire de cette labellisation. Mais c'est un effort que la société fait. Et je ne sais pas comment ça va être utilisé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Une question assez précise, parce que ces diapos sont vraiment très intéressantes. Il y a une plaque sur les décès qui m'a paru extrêmement, des chiffres qui sont tout à fait originaux, et puis en plus, comme ils sont exhaustifs, sont très intéressants. Il s'agit bien des décès, toutes causes confondues. Voilà. Hein, ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on puisse tirer de ça que 9% des gens opérés en 2009 sont morts en 2012 de la chirurgie. Pour 1000, pardon. Enfin, même, ce seraient des chiffres énormes. Donc néanmoins, on a quand même des choses étonnantes. C'est que l'anneau, c'est beaucoup moins, 3 fois moins que le gastric bypass. Donc c'est surprenant parce qu'on dit tous que l'anneau, ça ne marche pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous préciser que ça pourrait éventuellement être ajusté aux caractéristiques des patients et peut-être que des patients plus jeunes ont été opérés les anneaux? En gros, ces chiffres sont très très dépendants de la caractéristique des patients initiales. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont tous, quand on est vieux diabétique, on va plus mourir. Oui. C'est ça oui, il y a un gros biais de sélection qui est lié voilà, à l'intervention qu'on choisit en fonction de l'état de santé du patient. Donc ça, c'est sûr. On n'a pas la cause du décès, on n'a pas encore l'appariement avec la cause de décès dans cette base-là. On peut l'adviner quand il y a eu un séjour hospitalier, quand il y a eu un décès en milieu hospitalier, ça on peut arriver avec les diagnostics et on est en train de faire un travail là-dessus. Après, on a une autre base qui s'appelle la base Amphi, qui était une base test pour l'appariement aux causes de décès. C'est tous les gens qui ont été opérés et hospitalisés entre 2009 et 2010, et cette base était créée pour regarder la mortalité post-opératoire. Et donc, on a isolé là-dedans tous les gens qui ont eu une chirurgie bariatrique en 2009-2010, et on va regarder, et là, on a la cause de décès, voilà ce qui s'est passé dans la suite, mais sur ce sous-groupe, voilà, sur ces 2 années-là. Après, après on est dans la difficulté des petits effectifs quand même pour pouvoir comparer vraiment. C'est un biais majeur et je pense pas qu'on puisse complètement le contourner là. C'est vrai que ça serait important, c'est des chiffres qui sont quand même, s'ils ne sont pas un tout petit peu expliqués, peuvent être un peu impressionnants, parce que toutes les études qui existent, méthodologiquement critiquables, mais épidémiologiques au meilleur niveau dans les meilleurs journaux, montrent globalement 50% de réduction de la mortalité attendue après la chirurgie, y compris déduite la mortalité liée à la chirurgie. Donc on a une idée en France, c'est pareil, la mortalité attendue de cette population d'obèses assez sévère, elle aurait été de cet ordre-là, elle aurait été davantage, on a un gain, on a une perte. Oui, alors c'est là où nous on voudrait faire une corde de témoins. Et c'est tout le problème méthodologique qu'on a, c'est-à-dire que dans nos bases, on n'a pas le BMI. On n'a pas l'IMC, voilà, qui est une donnée médicale. On l'a quand les gens ont été hospitalisés, mais les obèses hospitalisés sont un peu différents des autres. Voilà, donc on a revu un peu la littérature, vu comment certaines équipes s'en sont sorties pour construire des corps de témoins. On va essayer de s'en sortir, mais on aura toujours des biais de ce côté-là, c'est pas facile. Voilà, et puis ce sont des données d'observation, hein. Là on est dans de l'épidémiologie d'observation, on n'est pas dans de la randomisation. Aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on puisse faire la randomisation sur des sujets de ce type au niveau éthique. Oui, moi je voudrais 2 petites questions. La première, vous pouvez aller probablement. Quel est le rationnel qui fait que énormément de ces interventions sont prises soit en privé avec un supplément ou soit en public avec souvent en privé? Ça serait un point important si vous avez une explication, mais c'est pas ça le plus. J'aimerais avoir. Non, j'ai bien compris votre signal, j'ai bien entendu sur la chirurgie bariatrique chez les enfants et les adolescents. Si on regarde un peu les données de la littérature, on a l'impression, mais je me trompe peut-être, que premièrement, il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas plus de complications, il n'y a pas de spécificité des complications, et que les résultats peuvent être à peu près équivalents par rapport à ce qu'on voit aux adultes.
En revanche, la spécificité, c'est ça où j'adore, c'est sur la décision de l'intervention, qui prend la décision, y a-t-il une spécificité des indications, et puis il y a certainement une spécificité du suivi, puisque ça va être un suivi à très long terme. Et donc j'aimerais bien que, vous voyez, parce que bon, il faut encadrer, mais encadrer pourquoi? Oui. Alors, moi, je reste convaincue quand même qu'un enfant ou un adolescent reste un adolescent qui n'a pas la même maturité, mais on a, au niveau psychologique, bon, le stade de Tanner, etc., je pense qu'il a atteint chez ces enfants qui sont très précoces, etc., même si, j'imagine, voilà, je les vois pas, moi, ces patients, je suis plus clinicienne, mais en termes de maturité sexuelle, je pense ils ont atteint un stade, une taille, etc., qui est celle de ces enfants très obèses. En termes de maturité psychologique, c'est autre chose, et de pouvoir décider, juger soi-même de ce à quoi on s'engage quand on part dans la chirurgie bariatrique, je ne suis pas sûre. Et c'est là où il y a quand même une spécificité de la chirurgie en pédiatrie. Après, le choix de l'acte. Le choix de l'acte aussi, c'est pas très clair. Quand on fait le benchmarking à l'international, beaucoup de correspondants nous disent non, on fait chez les enfants, au contraire, on fait même des bypass plutôt. Parce que s'ils sont obèses à cet âge-là, c'est que c'est une obésité extrêmement sévère qui va retentir de façon extrêmement sévère sur toute leur vie. En France, on voit qu'on faisait plutôt des anneaux parce qu'on était très conservateur, très prudent, et qu'on est quand même en train d'évoluer rapidement vers la sleeve, pas vers le bypass, mais vers la sleeve. Mais là aussi, il y a des discordances internationales qui sont assez intéressantes. Je ne suis pas sûre que la littérature réponde déjà à ce genre de choses. Il y a un projet Teen Lab aux États-Unis de suivi d'une cohorte de ce type, et nous, c'est ce qu'on veut mettre en place, mais tant qu'on n'a pas un encadrement actuellement légal de la chirurgie chez l'enfant, on ne peut pas mettre en place ce suivi via l'assurance maladie. Donc on est en attente de cette décision de la DGOS pour pouvoir avancer et mettre en place ce suivi. Et après, vous avez complètement raison sur le suivi à long terme des jeunes. Voilà, ils vont porter ça toute leur vie, le risque de déficience nutritionnelle, le besoin aussi de maternité chez les femmes, etc. Comment tout le reste va se passer. C'est là où il faut arriver à encadrer aussi à ce niveau-là. Donc voilà, il y a une demande, je pense, qui est passée à l'HAS aussi là-dessus, sur revoir peut-être les recommandations chez l'enfant. Est-ce qu'on a suffisamment de matériel aujourd'hui disponible pour poser des recommandations? Ça, je ne sais pas, c'est vous, société savante, voilà, spécialistes de l'HAS, etc., qui peuvent faire ce travail-là. Une dernière question rapide, réponse rapide. C'était juste un tout petit commentaire sur les adolescents, parce que je les suis avec les pédiatres à Nancy. La question de la maturité est extraordinairement difficile. C'est vraiment un problème. Deuxièmement, il faut évidemment se baser sur la balance bénéfice-risque, mais on ne connaît pas les risques de la chirurgie à très long terme. Moi, j'ai appris, par exemple, récemment que la qualité du sperme chez le jeune garçon, elle baissait après la chirurgie. Ce qui n'est pas si anodin que ça. Donc, il y a beaucoup d'inconnus et des situations qui sont dramatiques, et je suis comme vous, je crois qu'il faut organiser le système de santé et qu'on a besoin d'un outil pour se faire avant, effectivement, de décider. Donc, il faut un lien entre le centre qui opère, mais aussi la proximité. Il faut qu'il y ait une organisation des deux côtés. Il faut qu'on s'assure qu'il y ait un suivi possible, parce que par définition, les adolescents, ils sortent du système assez vite. Et nous, on a eu aussi un peu comme consigne d'essayer de ne pas bloquer non plus, parce qu'on pourrait dire, on ne rembourse plus. Donc voilà, on bloque la chirurgie chez les enfants. Mais on sait qu'il y a des enfants pour qui c'est vital. Et puis quand on analyse les données, on voit qu'on attend les 18 ans, et là, il y a un pic. Donc c'est pas non plus rationnel. À 18 ans, on n'est pas tout d'un coup plus mature, plus prêt à la chirurgie. Et on ne veut pas d'un système non plus qui soit trop strict et raide. Donc là, il faut trouver un compromis rapidement, mais que ces enfants soient vus, que la décision soit prise par des centres experts avec une décision pluridisciplinaire, le choix de l'intervention et l'organisation très stricte du suivi. D'accord. Donc on est d'accord. Nous, on est d'accord pour que ce soit un petit peu concentré dans des centres spécialisés experts. Voilà. Donc on vous remercie et on va passer